Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Les deux premières leçons ont respectivement introduit la notion d'algorithme et survolé quelques-unes des principales méthodes de conception d'algorithmes. Les clips de la présente leçon ont un objectif double. Primo, formaliser la notion de calcul et secondo, répondre aux deux grandes questions de la théorie du calcul, à savoir d'une part quels problèmes on peut ou ne peut pas résoudre à l'aide d'algorithmes et d'autre part quels problèmes on peut ou ne peut pas résoudre efficacement à l'aide d'algorithmes. Ces thèmes seront abordés au travers de 5 vidéoclips. Ce premier clip décrit et propose la notion de machine de Turing comme le plus intuitif des outils propres à formaliser la notion de calcul. Le clip suivant suggère que tout problème consiste à poser une question concernant un ensemble de données. Il s'attaque ensuite à la théorie du calcul en abordant la notion de comptage ou dénombrement. Le troisième clip de la leçon continue la discussion de la théorie du calcul en tentant d'expliquer ce qui est calculable ou ne l'est pas, et ce qui est décidable ou ne l'est pas. Les deux derniers clips de la leçon reviennent enfin sur la notion de complexité comme mesure d'efficacité d'un algorithme. Ils tentent d'établir une distinction entre des problèmes d'une classe appelée P, discutée dans le quatrième clip, dont la résolution demande un calcul d'une complexité polynomiale, P, et les problèmes d'une classe appelée NP, discutés dans le cinquième clip, dont la vérification, mais a priori pas la résolution, présente une complexité polynomiale. Dans les clips de la première leçon, nous avons suggéré que le calcul est le fait d'algorithmes effectuant un ensemble d'opérations élémentaires visant à réaliser un traitement spécifique, un calcul, sur un ensemble fini de données. Plusieurs grands mathématiciens du XXe siècle, tels que Gödel, Church, Kleene, Turing, etc., ont proposé des définitions formelles de la notion de calcul sur la base soit de fonctions récursives, soit de ce qu'on appelle le lambda calcul, ou encore des machines de Turing. Ces dernières offrent sans doute la plus intuitive façon de cerner la notion de calcul. Leur inventeur, Alan Turing, a par ailleurs démontré que toutes les différentes définitions formelles de la notion de calcul étaient équivalentes à sa propre définition des machines de Turing. Alors, qu'est-ce qu'une machine de Turing? C'est un automate abstrait qui comprend, primo, une bande qu'on peut imaginer en papier ou magnétique, composée de cellules dans lesquelles on peut enregistrer des caractères choisis parmi un alphabet, incluant un caractère nul, conventionnellement représenté par la lettre grecque epsilon. Et secondo, une tête de lecture et d'écriture sous laquelle la bande peut défiler pour permettre de lire et d'écrire des caractères dans les cellules de la bande. Cet automate peut évoluer parmi un ensemble fini d'états comprenant au moins un état initial et un état final. Les transitions entre les différents états sont régies par une table qui spécifie pour chacun des états possibles et chacun des caractères de l'alphabet pouvant se trouver sous la tête de lecture, par quel caractère il doit être remplacé et comment la tête de lecture-écriture doit être déplacée et vers quel nouvel état de la machine abstraite la machine doit transiter. Étant donné une telle machine et sa table de transition fixe, son fonctionnement est divisé en 3 phases: initialisation, exécution et terminaison. L'initialisation elle-même porte sur les 3 autres éléments de la machine. Primo, une bande doit être fournie à la machine avec une séquence de caractères représentant les données à traiter. Secondo, la tête de lecture-écriture doit être positionnée sur la première cellule des données à traiter. Et tertio, la machine doit être placée dans son état initial. Durant la phase d'exécution, la machine obéit alors aux transitions définies par sa table, c'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas atteint un état défini comme final par sa table de transition,
elle continue à évoluer d'état en état en déplaçant la bande sous la tête de lecture-écriture pour y lire et ou y écrire le caractère suivant comme dicté par la table de transition. La phase de terminaison est atteinte dès lors que la machine atteint un état défini comme final par sa table, et à ce stade, le contenu de la bande représente le résultat du calcul. Un vidéoclip du professeur Guéraoui discute élégamment des machines de Turing. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'une telle machine, prenons un exemple concret. Une machine dont la table de transition vise à déterminer si un nombre codé en binaire est pair ou impair. L'alphabet d'une telle machine consiste donc en les deux caractères binaires 0 et 1, plus l'obligatoire caractère nul epsilon. Sa bande doit être initialisée avec le nombre binaire attesté, délimité par deux caractères nuls. En sortie, on convient qu'elle doit laisser sur la bande un 0 si le nombre attesté était pair et un 1 s'il était impair. La table de transition nécessaire à ce calcul définit 6 états, dont l'état initial 1 et un état final 6. Pour terminer l'initialisation, la machine est placée dans son état initial 1 et sa tête de lecture-écriture est positionnée sur le premier caractère non nul de la bande. Pour comprendre et vérifier le contenu de la table de transition, simulons maintenant le fonctionnement de la machine sur le nombre 2, codé en binaire 1, 0. La table de transition indique que dans l'état initial 1, quel que soit le caractère binaire lu sur la bande, il doit rester inchangé. La tête de lecture-écriture doit être déplacée d'une cellule vers la droite et la machine doit rester dans l'état initial. La lecture du premier caractère binaire 1 a donc pour seul effet de déplacer la tête vers la droite. Et il en va de même à la lecture du deuxième caractère binaire 0. À ce stade, la tête de lecture tombe alors sur le caractère nul epsilon, indiquant la fin des données en entrée. La table de transition indique que dans ce cas, dans l'état initial, la tête de lecture-écriture doit reculer vers la gauche et la machine doit transiter vers l'état 2. Dans cet état 2, le cas où le caractère sous la tête serait nul est inutile. En effet, à ce stade, il est garanti que le caractère ne peut être que 0 ou 1 puisque nous venons de les lire. Cet état 2 est en effet celui qui effectue le test de parité. Si le dernier caractère du nombre attesté est 1, indiquant un nombre impair, la machine passe dans l'état 4. Si par contre le dernier caractère du nombre attesté est 0, indiquant, comme dans l'exemple présent, un nombre pair, la machine passe dans l'état 3. Dans un cas comme dans l'autre, la tête d'écriture remplace le 0 ou le 1 par epsilon, le caractère nul, puis recule d'une case vers la gauche en laissant la machine dans son état actuel, 3 dans le cas présent. Dans cet état 3, comme dans l'état 4, elle répète alors l'opération précédente, effaçant tous les 0 et les 1 qui précèdent, jusqu'à rencontrer le caractère vide epsilon en tête de bande, tout en restant, au long de ces opérations, dans son état actuel 3. Selon la table de transition, dans l'état actuel de la machine, 4 ou 3 dans le cas présent, la table de transition dicte à la machine de remplacer le caractère nul epsilon par un 0 dans le cas présent, ou un 1 dans le cas impair, de déplacer la tête de lecture-écriture vers la droite, puis de transiter vers l'état 5. Dans cet état 5, lire un caractère 0 ou 1 est impossible vu que la machine vient d'effacer toute la bande. Par contre, lire le caractère nul est garanti et indique la fin du calcul, donc un recul sur la case réponse et la transition vers l'état final 6. En fait, on peut exprimer tout le calcul avec le formalisme que nous avons utilisé jusqu'ici pour exprimer les algorithmes. La table de transition correspond à un algorithme en 5 parties.
La première partie consiste à lire toutes les données en entrée, c'est-à-dire le nombre à tester, puis à reculer d'une case sur le dernier caractère de ce nombre. La deuxième partie consiste à tester le dernier caractère du nombre qui déterminera sa parité. La troisième partie traite le cas pair en dictant à la machine d'effacer les données en entrée et de déposer un zéro de parité dans la première case de la bande. La quatrième partie traite le cas impair en dictant à la machine d'effacer toutes les données en entrée et de déposer un 1 d'imparité dans la première case de la bande. Enfin, la cinquième et dernière partie positionne la tête sur la réponse et arrête la machine. On pourrait imaginer des machines de Turing plus sophistiquées, avec des alphabets plus riches, plusieurs bandes et têtes de lecture-écriture, des opérations élémentaires plus élaborées, etc. Toutes ces machines sont cependant fonctionnellement équivalentes. Aucune ne peut calculer quoi que ce soit que la simple machine que nous venons de discuter ne puisse calculer tout aussi bien. Cette machine est appelée canonique parce qu'elle utilise, au-delà du caractère nul epsilon, un alphabet strictement binaire. Des machines telles que celles envisagées jusqu'ici sont des automates dits non programmables, en ce que chacune implémente un algorithme spécifique défini par sa propre table de transition. On appelle machine de Turing universelle une machine qui serait programmable, c'est-à-dire une machine universelle qui doit cependant être dotée de propriétés supplémentaires. Elle doit en somme être capable de simuler n'importe quelle machine non programmable T', opérant sur des données D'. Ceci implique qu'elle soit dotée d'une table de transition T fixe, capable de lire une table de transition T' et de simuler son effet sur les données D'. D' représente les données à traiter par T', mais pour la machine T', T' et D' constituent ensemble les données qu'elle doit elle-même traiter. T' et D' doivent donc être stockés dans des zones distinctes de la bande de la machine T. Pour résumer ce premier clip en introduction de la théorie du calcul, les machines de Turing présentent un intérêt comme notion centrale en informatique. Elles permettent une définition formelle rigoureuse de la notion d'algorithme comme table de transition. Elles fournissent la base théorique nécessaire pour expliquer dans les 4 clips suivants les notions de calculabilité, de décidabilité et de complexité. Elle présente enfin une analogie avec l'architecture des ordinateurs de von Neumann que nous étudierons dans les clips des premières et deuxièmes leçons du 3e module de ce cours, et dont le fonctionnement est en fait celui d'une machine de Turing dont la bande est simplement remplacée par des technologies de stockage plus sophistiquées.